Bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Bertrand Coine, je suis conseiller municipal à Mogio-Carnon, dont on a parlé tout à l'heure, et conseiller communautaire du Pays de l'Or, qui représente un territoire d'à peu près 50 000 habitants. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup des élus, et ce n'est pas parmi les élus qu'il y a une sorte d'éco-anxiété au vu des rapports du GIEC qui s'accumulent. Encore que dans les états généraux de l'écologie, je pense quand on a fait les questionnaires, je pense qu'il y a une vraie éco-anxiété par rapport aux problèmes et les conclusions du GIEC sur le futur. Ce que nous dit le GIEC, c'est l'augmentation de la fréquence et de l'intensité de tous ces événements climatiques, et ça a une influence particulière sur notre littoral, notamment au niveau des tempêtes, de la submersion marine et, in fine, l'augmentation du niveau de la mer. Alors, effectivement, donc j'avais prévu quelque chose bon, qui aurait duré plus longtemps, une cinquantaine de diapos, donc je vais faire qu'une sélection. Mais ça me servira, ne vous inquiétez pas, ça me servira pour ailleurs, parce qu'on parle de sensibiliser les citoyens, d'abord sensibiliser les élus, il y a du travail à faire, et c'est dans ce sens-là que j'ai préparé aussi cette présentation. Alors, je vais commencer par bon, une anecdote que j'ai vécue il y a un mois, 2 mois, une fois au conseil municipal de Moguio et une autre fois au conseil communautaire. L'objet de ces conseils, c'était le débat sur sur le rapport de la Chambre régionale des comptes, donc pour les collectivités intéressées, donc Moguio-Carnot d'un côté et la communauté d'agglomération, pardon, d'un autre côté. Donc ce débat a donné lieu à des réactions parce que la Chambre régionale des comptes a alerté aux deux collectivités que les dispositions propres à examiner les risques les risques d'inondation, de submersion marine, etc., ces risques-là allaient augmenter avec le temps, au vu effectivement de ce que nous annoncent les rapports du GIEC. Donc il y a eu un débat là-dessus, je l'ai transcrit. Donc c'est la 2, s'il te plaît, ou la 3. On va passer à la 3 direct. Sachant que la diapo d'avant, c'était des recommandations en disant attention, il y a le réchauffement climatique, donc vous n'êtes pas prêtes, vous, les collectivités, vous n'êtes pas prêtes à faire face à la gestion de ces risques, aussi bien pour les biens et les personnes, bien sûr, et aussi pour l'environnement. Donc voilà ce que répond. Alors ça, c'est le maire de Moguio, conseil municipal du 11 avril. Alors j'ai envie de tout vous lire, mais je pense que ce que dit le maire, c'est il dit, voilà, souvenez-vous, au mois de décembre dernier, l'État nous avait envoyé un courrier nous demandant de délibérer avant fin janvier afin d'être identifié comme une commune à risque. Nous y avons vu là un danger de nous embarquer dans une affaire où on nous disait quand on partait, mais pas où on allait. Donc, nous avons sursis à cette proposition et entre-temps, nous avons eu, je dois le dire, un élément qui nous a quand même un peu tenu la main. C'est le rapport de la Chambre régionale des comptes. Il nous a dit que dans les documents d'urbanisme, on ne peut pas ignorer le fait que la submersion marine fait partie des considérants dans la révision du PLU, dans l'établissement du SCOT, et dans la sagesse dont les élus doivent faire preuve dans l'anticipation des phénomènes submersifs auxquels nous sommes liés. Je vous demande donc de nous inscrire. Donc le Conseil, heureusement, a délibéré à l'unanimité pour inscrire la commune de Moguio-Cardon sur la liste des communes qui sont effectivement à risque par rapport aux agressions de la mer dues au changement climatique. Alors, je vais passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Raphaël. Alors ça, c'est encore plus significatif. Ce qui est surprenant, c'est que ce soit sur la base du volontariat, en fait. La commune est à risque. Or, c'est au conseil municipal de décider si elle accepte de figurer dans les communes à risque. C'est incroyable. Le sens de la loi, oui, la loi résilience et climat, c'est un décret qui est passé en 2022, hein, instaurant dans le code de l'urbanisme cette liste. Et je vais la décliner après, enfin les dispositions qui sont sur ce décret. Ouais, et juste pour information, sur le Grand Narbonne, c'est-à-dire ce que je vous ai présenté avant, il n'y a qu'un seul maire qui a accepté de se porter volontaire.
tous les autres sont montés à Paris pour refuser d'y aller. Et... Non, si, c'est Fleury. Ah, si. Non, mais il y a eu un recours de l'Association des maires de France, l'AMF, excusez du peu, et un recours de la NEL, oui, c'est ça, l'Association des maires des communes littorales, qui sont des recours pendants au tribunal administratif ou au Conseil d'État, je ne sais pas. En tout cas, les décrets sont effectifs puisque les communes qui voulaient peuvent être inscrites sur cette liste. On verra tout à l'heure qu'est-ce que ça génère pour la commune, l'intérêt qu'il y a pour la commune à s'inscrire. Alors, bon, on va continuer à rigoler quand même, hein, parce que je voulais revenir sur ce rapport. Alors, ça, c'est le maire adjoint à l'urbanisme de la commune de Palavas-les-Flots. Je voulais revenir sur ce rapport que je trouve très alarmiste quant à la situation du trait de côte, submersion à long terme et à court terme. L'eau peut-être monte de 2000 mètres par an, 50 cm sur le plan qui vous est proposé, c'est dans 2300 ans. Je lis que les parties, sinon vous allez s'endormir. Personnellement, le réchauffement climatique augmentera l'évaporation, donc ça va ralentir la montée des eaux. Maire adjoint à l'urbanisme de Palavas-les-Flots. Souvent, les têtes chercheuses de Paris, alors c'est pas bon d'avoir l'accent pointu, hein, c'est bon. C'est plus facile de dire comme ça, oublient que la Méditerranée, c'est clos. Il n'y a que Gibraltar qui nous mène peut-être à une montée des eaux. Je ne vois pas par où pourrait passer l'eau. Voilà, tu peux passer à la 6, s'il te plaît. La 6. Hein? Oui, c'est ça. Alors, voilà, c'est ça. C'est la 6. Donc, alors heureusement qu'il y a l'État pour essayer de sensibiliser justement ces élus. Et sachez que ce n'est pas d'hier, puisque tout a commencé par, je ne sais pas si vous vous souvenez, les anciens, c'est la loi sur l'eau en 1992. Et il y a une série de lois ici visant à protéger effectivement, tant en quantité qu'en qualité, les régimes hydrauliques. Bon, alors là, la dernière, c'est l'érosion du trait de côte. Sur l'érosion du trait de côte, c'est la loi climat et résilience. Si vous avez, vous pourrez cliquer sur le. Il y a une petite. Mais on ne va pas le faire parce que si on est pressé par le temps. Mais vous pourrez le faire si vous diffusez le truc. Alors, vous avez, donc je veux insister sur le décret du 29 avril 2022 établissant la liste des communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées au phénomène hydrosédimentaire. Le mot est très important, on est tout à fait au cœur dans notre littoral sablonneux, entraînant l'érosion du littoral. Alors, tu peux passer la 8, s'il te plaît. Oui, la 8. Alors, effectivement, ce décret va permettre aux communes de préempter des biens qui sont soumis à ce risque de notamment submersion marine, de sorte que on pourrait accompagner ce fameux recul stratégique qui est en filigrane de tous les textes qui sont votés par l'État. Donc, c'est surtout ce droit de préemption avec les communes achètent et donc après elles redonnent en location. Hein, elles se repayent par les loyers sur l'investissement qu'elles ont fait. Le tout, c'est de savoir à combien les communes vont pouvoir acheter et quelle est la valorisation. Hein, quand on parle de 400 000 euros, bon, voilà, est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire la vraie valeur du bien? Non, c'est pas gagné. Alors, si tu veux la suivante, Raphaël, merci. Voilà. Alors, c'est quoi l'esprit en fait de ce recul stratégique? Grosso modo, comment ça se traduira dans les règles, dans les documents réglementaires qui vont légiférer sur l'occupation du sol. Hein, vous avez trois types de domaines, les constructions qui existent déjà maintenant, vous avez les projets de construction, et puis les cessions de biens récents. Donc pour chacune de ces catégories, vous avez des règles qui vont se mettre. Hein, c'est-à-dire dans une projection à 30 ans, on interdira les extensions démontables, et on va faire des adaptations possibles. Mais au-delà de 30 ans, pour les constructions existantes, il n'y a pas de disposition dans la loi pour le moment. Donc, on fera peut-être ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, le recul stratégique consistera à ce que les biens perdront de la valeur. Et petit à petit, voilà, hein, les propriétaires se sépareront de leurs biens. Et projection à 100 ans, donc pas non plus de règles. Pour les projets de construction, donc à l'horizon 30 ans, pas de nouvelles constructions, exception pour les services publics. Et
après, au-delà, on consignera les montants. On va demander aux propriétaires de consigner le montant propre à la coût de la démolition de leur bâtiment. C'est une sacrée révolution. Ça veut dire qu'effectivement, on pourra adapter les règlements pour accueillir dans ces zones-là des activités économiques. Alors, bon, ça peut être du tourisme, je ne sais pas, hein, ça peut être une guinguette, une paillote qui pourra s'installer pendant les 3 mois d'été, et puis voilà. Hein. Donc, de toute façon, quand même, on ne va pas installer les gens. De toute façon, les gens ne sont pas fous, les investisseurs. Ils ne vont pas aller dans des endroits où leur activité pourrait être mise en péril. Bien. Alors, la diapo 8, s'il te plaît, Raphaël. Ben, c'est celle-là. Non, 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 c'est pas ça. La 14. Ah si, normalement, c'est la page 14, c'est un PDF, donc devant la page. Vas-y, vas-y, continue. Vas-y, c'est bon là. Bon, comment on peut essayer de comprendre? Alors, c'est vrai que Viviane l'a expliqué, donc je vais y aller très vite. Ce qu'on appelle la dérive littorale. Sur le Languedoc, la plage au Languedoc, donc vous avez des courants. Ce qui se passe, c'est que vous avez un grand mouvement hydrosédimentaire qui vient du Rhône. Hein, c'est-à-dire que ça part vers le large. Et avec le vent et la houle, ça revient sur le littoral. Et en fait, ce qui se passe à l'est du Cap d'Agde, vous avez donc les sédiments qui arrivent en face du Cap d'Agde et puis ils vont se séparer. Ils vont se séparer en deux. Il y en a qui vont partir à l'ouest, d'autres à l'est. Ce qui fait que cette fameuse dérive littorale, elle va de ouest en est à l'est de Cap d'Agde, c'est-à-dire vers la Grande Motte, etc., et Aigues-Mortes. Et inversement, pour aller vers l'ouest, eh bien, les sables vont aller vers l'ouest. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Voilà, donc c'est pour expliquer un peu que vous voyez, c'est assez complexe. Hein. Vous avez plusieurs mouvements. Donc, la direction du courant, c'est-à-dire cette fameuse dérive littorale, les vagues incidentes. Le jet de rive, hein, ce jet de rive, c'est ce mouvement ici dans l'extrait qu'on voit ici. Un coup en avant, un coup en arrière, qui crée effectivement des mouvements hydrosédimentaires. Ainsi de suite, et le flot de retour. Si tu veux passer à la 16. Voilà. Alors, la suivante, s'il te plaît, je crois qu'on verra mieux. Non, la suivante encore. Non plus. Avant, alors. Avant. Voilà, c'est ça. Ça, c'est assez intéressant parce que vous avez effectivement un diagramme le long du littoral languedocien. Et comme disait Viviane tout à l'heure, là, on est effectivement au droit de Vic-la-Gardiole, donc l'étang de Vic, Palavas-les-Flots, Carnon, la Grande Motte, vous voyez à peu près. Et ici, c'est vrai qu'ici, bon, tous ces traits, ici, quand sous forme d'histogramme, on est en dedans, ça veut dire que c'est là où il y a érosion du littoral. Et après, vous avez des zones d'accrétion en vert, là-bas, vers la Grande Motte, hein, ce qu'expliquait Viviane tout à l'heure, effectivement, au droit, la plage se recharge. Et ce qui fait qu'à Carnon, il y a des projets, c'est la communauté d'agglo qui l'a, puisque c'est sa compétence avec GEMAPI, hein, vous connaissez GEMAPI, c'est le financement des travaux de lutte contre les inondations, et où il y a le projet de 3 épis à Carnon pour effectivement compenser cette érosion littorale au droit de Carnon, accompagné par des mouvements de sable qu'on ira chercher à la Grande Motte. Alors, donc la 24, s'il te plaît, c'est pour décliner un petit peu voilà, les ouvrages littoraux. Vous avez des ouvrages transversaux, donc ce qu'on appelle des épis, n'est-ce pas? Vous avez des ouvrages longitudinaux, hein, tu peux passer, voilà. Alors ici, arrête-toi celle-là parce que c'est quand même intéressant. Vous voyez ici les effets aussi de la dérive littorale, les mouvements de sable. Donc ici, vous avez effectivement un brise-houle. Et puis là où ça s'arrête, eh ben, vous avez l'érosion qui se fait. C'est-à-dire que la plage, en fait, avant, elle était là et ça a reculé. Ça a reculé. Alors, c'est pas, ici, on n'est pas dans Languedoc, je pense qu'on doit être plus au nord, sur le rivage atlantique. Mais ça explique qu'en fait, alors, tous ces ouvrages qui sont réputés lourds, donc les épis, les ouvrages longitudinaux, protègent, effectivement, vont protéger surtout les constructions, parce que ça tâche cher, mais ça génère effectivement derrière, ça déséquilibre les mouvements hydrosédimentaires derrière.
Donc après, on est obligé de raisonner au coup par coup avec des rechargements, des déblaiements de sable, etc. Oui. Alors, on protège surtout les constructions, en fait. L'objet, c'est ça. Non, on protège sur 10 ans, au grand maximum. Absolument. Voilà. Oui, oui, c'est. Et c'est dommage parce que c'est une photo en hauteur, mais elle devrait être plus globale. Parce qu'on devrait voir l'effet pervers de cette protection. Parce que, pourquoi c'est creusé juste avant? C'est parce qu'il y a un enrochement qui a creusé. S'il n'y avait pas cet enrochement avant, on n'aurait pas ce phénomène juste là. C'est exactement. Et ouais, mais le maire, lui, dans sa tête, il dit, mais regarde, sur ta photo, ah, oui, oui. là où je mets des cailloux, oui. ça marche. Donc il va s'arrêter là, le maire. Alors après, vous voyez, je ne sais pas si tu peux passer là, Raphaël, les suivantes, là, parce qu'il y a d'autres diapos qui sont peut-être plus significatives. Bon, ça, là, c'est effectivement, oui. Ce que vous avez vu là rapidement, ce sont des équipements qui sont. Non, mais après, on va passer à autre chose. Ce sont des équipements plutôt soft. Hein. On a les géoboudins là, qui se sont faits sur le Lido entre Sète et Marseillan, dont les résultats. Oui. Ben, on dit que c'est soft. Moi, j'ai rencontré un des techniciens à la mairie de Sète qui était très content. Parce qu'en plus, ces boudins, c'est des chaussettes de sable, n'est-ce pas? Et il y a toute une biodiversité qui vient s'installer dessus, paraît-il. Le seul inconvénient, ce sont les bateaux avec des quilles qui viennent frotter dessus et qui, effectivement, viennent épeauffrer ces boudins. Bon, je ne m'étends pas là-dessus parce qu'on essaie toujours de faire les choses. Alors, je ne sais pas si c'est un géoboudin, ça. Je n'ai pas trouvé de. Enfin, ça ressemble à ça et on met ça à 300-400 mètres du rivage. Donc, et en laissant un tirant d'eau de 1,50 m à 2 mètres par là. Voilà. Ben, il paraît que si. Alors, après, il y a aussi quand il y avait des trous dans ces chaussettes, ils ont trouvé des systèmes, ils sont peut-être encore en recherche, pour qu'il y ait une reconstruction de l'enrobage du sable par, je ne sais pas moi, des animaux qui peuvent s'agripper sur cette chaussette et colmater la fuite. Alors, tu peux passer effectivement à la 32. Hein. Ah ouais, c'est dommage, c'est numéroté là. Ah ouais, mais alors, oui, parce que tu n'as pas retrouvé le PowerPoint, non. Ouais. Et non, parce que normalement. Ah oui, oui, d'accord, ok, je comprends. Enfin, reste sur le. Ouais. Alors, vas-y, continue. Stop, 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 stop. Oh, désolé. À la 32. Avant, c'est avant, c'est avant, c'est avant, c'est avant. Avant, encore avant, vas-y, vas-y. Monte, monte, monte. Ouais, voilà, stop. Alors là, cette petite liste à l'après-vert, je vais vous épargner la lecture. Et c'est pour montrer que on n'est pas assailli, non. Mais au niveau législatif et réglementaire, il y a toute une palanquée de lois qui réglementent, qui protègent, donc censées effectivement prévenir et s'adapter au risque d'inondation. Alors, l'inondation par le haut, c'est-à-dire qu'on voit donc dans les déferlements, les pluies torrentielles, etc. Puis évidemment par le bas aussi également. Et alors, ce qui est intéressant, donc je ne vous décline pas tout, mais ça part quand même de l'Europe, de l'État. Il y a des relais au niveau du département, du relais au niveau de la région, et tout le monde. Mais pour moi, personnellement, j'ai fait un petit benchmarking là-dessus, sur tous ces textes. Il y a beaucoup de bonnes intentions, en fait. Beaucoup de bonnes intentions. Ils vous disent, bah, écoutez, surtout, il va falloir faire quelque chose de sérieux, et c'est quelque chose de sérieux. Le seul, à mon sens, qui vaille en matière de prévention du risque, c'est le plan de prévention du risque inondation ou des risques littoraux, PPRI ou PPRL. Et reste à savoir si, comme l'État, il faut savoir que ces documents-là sont préparés par la DDTM, donc les services déconcentrés de l'État. Donc l'État a quand même un œil sur le sérieux qui pourrait apporter là-dessus. Donc, et paradoxalement, en regardant encore une fois quelques PPRI sur des communes du littoral, j'ai trouvé que celui de Palavas, c'était le mieux à même de sensibiliser les citoyens et puis de leur donner aussi de la responsabiliser sur les mesures à prendre, etc. Notamment, par exemple, ce qui est assorti au PPRI, c'est ce qu'on appelle un DICRIM.
Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un DICRIM? C'est un document obligatoire que toutes les communes doivent faire. Et moi, je m'aperçois qu'à Montguillot-Carnon, il y en a pas. Le DICRIM, c'est le document d'information communale sur les risques majeurs, risques majeurs. Voilà. Ça, c'est un document normalement, que tout citoyen devrait trouver à la mairie de sa commune. Eh bien, à Montguillot-Carnon, il n'y en a pas. Il y en a un, pas à la Basse. Et il n'y en a pas à la Grande Motte, il n'y en a pas non plus. Alors, bon, passons au 50, 51, 52, s'il te plaît. Tic, 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 vas-y, passe ça, parce que là, on n'a pas fini. Oh, ouais, stop. Non, mais non, passe, parce que je... Allez. Encore. Top, 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 top. Alors, moi, je me suis amusé, parce que je me dis, c'est pas possible, des gens responsables comme des élus, qui soient à même, pour des gens quand même qui sont sensibles à l'intérêt général, comment ça se fait qu'ils ne prennent pas au sérieux ce qu'on peut leur raconter au niveau du GIEC? Donc, c'est-à-dire l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques et des phénomènes donc extrêmes. Et là, je me suis amusé, j'ai regardé, j'ai fait le recensement de tous les arrêtés de catastrophes naturelles qui ont pu être délibérés, enfin en tout cas notifiés aux communes depuis que c'est en œuvre, c'est-à-dire depuis l'année 82 ici, 90, voilà, c'est 90, et sur trois types de catastrophes. Les vagues, bon, c'est ce qui nous intéresse aussi essentiellement. Vous avez les inondations et puis aussi j'ai regardé la sécheresse. Alors ici, vous voyez pour les vagues, ce qui est quand même étonnant, là vous avez le lissage. Vous voyez la tendance. Donc j'ai regardé ça, je me dis mais c'est pas possible, je suis trompé ou pas? En fait, non. C'est-à-dire que le rythme des arrêtés de catastrophes naturelles depuis le temps où ça a été mis en œuvre est stable. Nous n'avons pas d'augmentation pour les vagues d'arrêt de catastrophes naturelles régulièrement. C'est un phénomène qu'il faut. Donc, moi, on ne va pas montrer ça au maire de Palamas, mais entre nous, moi, ça m'a un petit peu interloqué. Si on passe au phénomène suivant, la suivante, donc ça, c'est les coulées de boue. Donc, c'est pareil, ça, c'est des inondations. Pareil, mais là, c'est peut-être encore plus prononcé. Vous avez, grosso modo, un affaissement du rythme de déclaration d'arrêté de catastrophe naturelle. Et après, passe à la suivante. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, au niveau des catastrophes naturelles liées à la sécheresse, donc en cela, vous savez, c'est ce qui est lié au retrait des argiles. Les argiles sont très sensibles à l'eau. Quand il n'y a pas d'eau, elles se rétractent, elles diminuent de volume. Et quand il y a de l'eau, elles augmentent beaucoup de volume. Alors, ça ne fait pas du bien aux fondations des maisons. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'anecdote. C'est à intégrer quand même. C'est à intégrer. Donc, qu'est-ce qui pourrait être le juge de paix alors finalement? Oui. Est-ce que cette diminution, elle est liée à la diminution du risque réel ou est-ce qu'elle est liée au changement de critères? Alors, peut-être changement de critère, encore que, parce que le critère, c'est l'intensité. Si c'est pas très intense, bon, il y aura moins d'arrêtés. Je pense que c'est quand même lié aux conséquences de ce phénomène. Par contre, sur les inondations, je pense qu'il y a les collectivités ont fait beaucoup de travaux pour limiter ça. Vous savez que, par exemple, depuis cette fameuse loi de 90 ou 92, la loi sur l'eau, tout projet de construction nouvelle ou de lotissement ou de ZAC, etc., vous devez construire des bassins de rétention pour justement faire en sorte que n'augmentez pas le débit à la sortie par rapport au débit qui rentre. Donc tous ces équipements-là, ça a été vraiment, je dirais, les enquêtes loi sur l'eau. Je ne sais pas si vous avez vu les dossiers, mais c'est quand même, on fait très attention. Donc je pense que c'est ça. Je pense que les communes se sont investies dans la lutte contre les effets des inondations. Ça doit être ça. On a une question sur le chat. Le nombre d'arrêtés, c'est sur quel périmètre? Est-ce que c'est au C'est niveau national. Niveau national. Absolument. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour finir, moi, je me dis, qu'est-ce qui pourrait être le juge de paix là-dedans? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on réveille les gens? Eh ben, ce qui peut me réveiller, en tout cas moi, par rapport quand j'ai vu ça, c'est les assureurs.
Hein. Si tu peux regarder la suivante, là, 55, 53, 54, 51. Ah, stop. Qu'en pensent les assureurs? Voilà, c'est ça. Un réchauffement relativement lent, mais monotonique à l'échelle de quelques décennies au moins, modifie profondément la probabilité d'occurrence de divers aléas, par définition rares. Vous savez, la période de retour d'une tempête comme Cynthia, depuis 100 ans ou 150 ans, voire 200, c'est 19 ans. C'est pas énorme, mais c'est réputé centenal, mais en fait, la période de retour, c'est à peu près de 15 à 20 ans. Ça dépend si c'est la Méditerranée ou si c'est. Je crois que c'est 16 ans sur la Méditerranée, je crois que c'est 19 sur l'océan Atlantique, ou bien l'inverse. Donc, mais qui ont des conséquences parfois dramatiques pour la société, et le secteur de l'assurance est en première ligne. Et oui, si vous avez, par rapport à ça, moi j'habite pas loin, j'habite à peu près à une altitude de 1,30 m au-dessus du niveau de la mer, niveau NGF, niveau général de la France. Je suis donc en zone rouge, zone jaune du PPRI de ma commune. Zone rouge, normalement, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, je peux me poser la question, parce que j'ai un voisin qui a vendu sa maison et il a eu un problème, c'est qu'il n'a pas trouvé d'assureur pour assurer sa maison contre les effets, contre l'inondation, etc. Peut-être pas pour l'incendie, mais en tout cas, parce que les assureurs, évidemment, c'est eux qui regardent, c'est eux qui payent. Donc, ils voient vraiment, et c'est eux qui sont les plus convaincus, finalement, que le GIEC fait des prévisions qui s'avèrent. Donc, les assureurs, moi, peut-être d'une manière un peu iconoclaste, je me dis, la prochaine révision du PLU ou du PPRI de ma commune, je ferai venir des assureurs pour conscientiser, sinon les élus, au moins les citoyens, au moins les propriétaires qui sont là. Hein, comment on fait? Alors, la commune, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le décret climat résilience, la commune pourra dire, on pourra dire à la commune, achetez-moi ma maison, c'est comme ça, au moins, je rentrerai dans mes frais, etc. Mais, enfin, là, on cherchait comment faire. Alors, on fait la sensibilité, on fait du théâtre, on fait tout ça. Mais le juge de paix, j'aimerais bien là-dessus, c'est quand même, enfin, je veux faire le geste, mais vous avez tous compris. Et s'il faut en passer par là, pourquoi pas? Enfin, c'est une idée. En tout cas, le citoyen, le seul moment où il peut s'exprimer, c'est quoi? C'est dans les enquêtes publiques. Donc, je rejoins ce que disait tout à l'heure. Les enquêtes publiques, c'est là où il faut intervenir, il faut massivement y aller. Il faut regarder les dossiers, parce que souvent, c'est des dossiers qui sont épais comme ça. Mais regardez-les, et puis allez-y, bombardez. Mais on sait très bien, le commissaire enquêteur, bon, mais ça n'empêche pas, on peut au moins communiquer là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et puis avec des assureurs. Avec des assureurs. Voilà, je crois que j'arrête là comme ça. Merci beaucoup. Merci, Bertrand. Donc, dernière étape de ce café vert, c'est Albert